Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Avec moi pour commenter l'actualité médiatique de la semaine, Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Incendie chez Richard Ferrand et antisémitisme, le matraquage de la semaine. Le matraquage médiatique est une manipulation classique. Cette semaine, deux exemples clairs, le prétendu incendie criminel chez Richard Ferrand et la montée de l'antisémitisme. Profanation d'église et attaque de la nouvelle librairie, les infos fantômes de la semaine. Occulter des événements qui contreviendraient au politiquement correct est une spécialité des médias. Au menu de cette semaine, refus de parler des profanations d'église et de l'attaque de la nouvelle librairie par l'extrême gauche. Docteur bien-pensant et Mister Ligue du LOL. Des journalistes des rédactions les plus bien-pensantes de France étaient en fait des adeptes de l'humour vulgaire et du harcèlement de femmes sur les réseaux sociaux. Une affaire qui agite la presse. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Le matraquage médiatique a commencé cette semaine avec l'incendie chez Richard Ferrand. Tout a commencé avec un tweet du président de l'Assemblée nationale. Rien ne justifie les intimidations, rien ne justifie les violences et les dégradations. Un tweet qui renvoyait vers le communiqué de presse, qui a été donc largement relayé par les médias. Tous les médias en ont parlé, tous les plateaux de télévision, etc. C'était l'union sacrée face à un acte gravissime, selon les commentateurs. Alors, tous les médias en ont parlé, Valeurs Actuelles, l'Obs, qui titre « Tentative d'incendie au domicile de Richard Ferrand » et d'autres médias. Et ce qui est intéressant, c'est que les Gilets jaunes ont, au début de l'affaire, été mêlés à cette tentative d'incendie. On le voit avec cette dépêche de l'AFP qui a été reprise par Le Point, « Tentative d'incendie au domicile de Richard Ferrand ». Avec plusieurs mentions tout au long de l'article des Gilets jaunes, notamment il n'y a pas de tag qui permettrait de mettre en lien avec les Gilets jaunes, comme le déclarait le procureur, mais malgré tout, le nom est cité. Tout mon soutien à Richard Ferrand, a commenté Sébastien Lecornu, responsable du grand débat national destiné à répondre à la crise des Gilets jaunes, une mention là encore qui apparaît dans la dépêche de l'AFP. Et puis une mention par l'AFP du fait que le député La République En Marche de l'heure, Bruno Questel, avait vécu une tentative d'intimidation par 40 gilets jaunes plus tôt dans l'année. Et une autre mention en fin d'article, en conclusion, en feu d'artifice, sur la même mésaventure, un député La République En Marche de Gironde qui avait annoncé son intention de porter plainte pour provocation à la haine après des tags qu'il attribuait à la mouvance identitaire, anti-musulman et anti-migrant. Alors, rapidement, les gilets jaunes ont quand même été innocentés. En tout cas, rien ne permet de prouver que c'était des gilets jaunes. Mais dans certains médias, le doute est toujours distillé aux téléspectateurs, à l'auditeur ou au lecteur. On le voit avec cet extrait d'un flash info de Radio Classique. L'acte 13 des Gilets jaunes ce week-end marqué par de nombreuses violences. À Paris, un manifestant a eu la main arrachée. Une enquête judiciaire a été ouverte à Toulouse. 3 photographes disent avoir été délibérément visés par les forces de l'ordre. Je vous rappelle que la résidence de Richard Ferrand en Bretagne a été incendiée. Je crois qu'il faudrait offrir des comprimés de pas d'amalgame à la fois à France Culture, à l'AFP et à tous ces gens-là. Parce que qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ça fait pchit. D'abord, c'est pas un incendie. C'est un vague début de feu de palette à l'extérieur du bâtiment. Ensuite, ce n'est pas le domicile de Richard Ferrand. C'est même pas sa résidence secondaire. C'est une espèce de cabane qu'il avait dans le siège de sa circonscription. Une maison en mauvais état. Une maison en mauvais état dans le siège de sa circonscription. Bon. Enfin, on ignore tout des auteurs. Donc, voilà une affaire totalement montée, dont l'AFP et un certain nombre de médias ont fait une affaire d'État
qui a même amené les présidents de groupe à une scène tout à fait ridicule à l'entrée de l'Assemblée nationale qu'on verra tout à l'heure. Le dernier point, c'est que en Bretagne, dans le Finistère, donc dans le même département, il y a déjà eu des dizaines d'attaques, tentatives d'incendie ou tags ou dégradation de la permanence du Front National à Brest. Jamais Ouest France n'en a parlé, et les médias n'avaient pas non plus parlé. Beaucoup. Ils en ont parlé, mais ils l'ont évoqué sans en faire l'affaire d'État, effectivement. Mais même, je crois que pour Ouest France n'en parle même pas. Ouest France n'en parle même pas. Et c'est pas un événement. C'est normal. C'est grâce au Front National. Bah oui. Et quand la mairie des Nains-Beaumont, dirigée par Steve Briouat, a fait l'objet d'une tentative d'incendie, là aussi, aucun émoi. On a même dit on ne sait pas trop qui c'est, alors qu'en fait, on a trouvé l'auteur qui était bien un opposant politique. Donc c'est vraiment, il y a tout. Il y a l'affaire qu'on monte et les affaires qu'on tait. Alors, autre exemple de matraquage médiatique, eh bien, le fait de s'interroger sur l'antisémitisme des Gilets jaunes et des Français aussi. On se souvient du chant de la quenelle qui avait été utilisé par des opposants aux Gilets jaunes pour diaboliser le mouvement. Eh bien, voici un nouvel épisode avec cette tentative, volontaire ou non, du Huffington Post de lier un tag antisémite aux Gilets jaunes. Dans cet article intitulé « Un tag antisémite sur un Bagelstein provoque l'indignation », eh bien, on apprend qu'un tag Juden, juif en allemand, a été tagué en jaune sur la devanture d'un magasin d'une franchise Bagelstein. Et dans l'article, eh bien, on voit du Huffington Post, on voit plusieurs références aux Gilets jaunes. Donc là encore, il s'agit volontairement ou non de créer l'amalgame, avec notamment, par exemple, samedi 9 février, alors que Paris voyait défiler l'acte 13 des Gilets jaunes. On a le rappel qu'un militant La République En Marche fait le lien avec les manifestations du jour. Également, une mention dans cet article d'une députée La République En Marche qui semble également faire le lien entre ce tag antisémite et les Gilets jaunes. Et puis, le dessinateur Johann Sfar, qui a publié un long billet d'indignation dans lequel il reprend la thèse d'un tag commis par des manifestants. Et enfin, final, là encore en apothéose, ce n'est pas la première fois que le spectre de l'antisémitisme plane en marge d'une mobilisation de Gilets jaunes. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu tenté d'insuffler dans l'esprit du lecteur. Eh bien, les Gilets jaunes, on l'a appris par la suite, les Gilets jaunes n'ont rien à voir avec ce tag, comme le démontre le travail de Check News, qui conclut « Rien ne permet à ce jour de dire que ce tag antisémite a quelque chose à voir avec le mouvement, et RT enfonce le clou. Peste jaune, nazi, un tag antisémite trop vite attribué aux Gilets jaunes. » Alors Jean-Yves Le Gallou, on voit qu'il y a eu quand même... Alors c'est pas forcément volontaire, mais on a quand même lié, là encore, Gilets jaunes à antisémitisme. Oui, et puis enfin c'est un tag. Des tags, il y en a des centaines de milliers, des millions par an. C'est tout à fait regrettable. Ce tag antisémite est tout à fait condamnable, mais regrettable, condamnable. Mais bon, c'est un tag, c'est 5 lettres. Bon, alors c'est pas bien, d'accord, mais on en fait tout un fromage, permettez-moi de vous le dire. Et on l'attribue aux Gilets jaunes, à la manif des Gilets jaunes, alors que le propriétaire lui-même reconnaît que le tag est antérieur au défilé. Alors vraiment, on est dans le délire, quoi. On est dans le délire. C'est vrai que c'est propice, les Gilets jaunes, au délire médiatique. Alors là, on quitte les Gilets jaunes, justement, et il y a eu, toujours sur la question d'antisémitisme, un matraquage médiatique sur la hausse générale des actes antisémites. Donc si ce n'est pas la faute des Gilets jaunes, c'est la faute des Français. Les médias n'ont donc pas manqué de diffuser une information selon laquelle il y aurait eu une hausse des actes antisémites en 2018, avec par exemple cet article de Libération. Les actes antisémites en hausse de 74% en France en 2018, annonce Castaner. Et puis on va le voir, ça a été traité par Télématin qui a interviewé Benjamin Griveaux. Ça se passe souvent en marge de ces cortèges où, on le sait, une part d'extrême gauche et une part d'extrême droite se mêlent, provoquent des violences. Ce mouvement sert de grand défouloir. C'est, en tout cas sur l'antisémitisme, il y a une libération de la parole, manifestement. Effectivement, les médias se sont focalisés sur la montée de l'antisémitisme à partir d'un chiffre qui est d'ailleurs en une du Monde et qui était en une de tous les journaux le même jour. Les actes antisémites ont augmenté de 74%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on lit l'article du Monde, il y a 3 pages consacrées au sujet, il n'y a pas
3 lignes consacrées à l'analyse statistique des 74%. 74% sur quel chiffre? Sur 541. C'est 541, alors qu'il y a chaque année des millions et des millions de crimes, de délits et de contraventions. Voilà. Donc, il faut quand même relativiser sans doute les choses. Surtout, ce qui est très intéressant, d'où vient ce chiffre? Le ministère de l'Intérieur a publié, comme il le fait chaque année, le 31 janvier, un bilan insécurité et délinquance, premier bilan de l'année 2018. C'est un rapport copieux, sérieux, avec beaucoup d'informations. Il se trouve que les journalistes n'en ont pas parlé. Ça leur a demandé du travail, je pense, donc ils n'en ont pas parlé. Ils ont parlé de 2 choses à partir de ce rapport. Ils ont parlé des violences sexuelles et ils ont parlé des actes antisémites. Alors on va passer à l'étude statistique d'actes évidemment condamnables, mais qu'il faut quand même replacer dans un contexte beaucoup plus général. Encore une fois, des crimes et des délits, il y en a des millions chaque année, et ça augmente plutôt. Voilà. Alors d'abord, les chiffres, on nous dit 541, hausse de 74% par rapport à l'année 2017. Sauf que si on regarde l'évolution au cours du temps, ça monte et ça descend, et c'est peut-être 74% de plus qu'en 2017, mais c'est 33% de moins qu'en 2015, et c'est 40% de moins qu'en 2014. Donc il faut quand même replacer les choses dans le contexte. Deuxième élément, c'est 541 faits. Dans ces 541 faits, il y a un homicide. C'est celui, je crois, de Mme Knoll. C'est évidemment quelque chose de particulièrement condamnable. Mais sauf qu'il y a 842 homicides en 2018 en France. 1 sur 842, c'est condamnable encore une fois, mais c'est 1 sur 842. Ensuite, il y a 80 violences de divers niveaux. 80 violences à personne. Violence à personne, là encore une fois, c'est tout à fait condamnable, mais des violences à personne, d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, que les médias, les journalistes n'étudient pas, en 2018, c'est 330 000. C'est quelque chose qui a beaucoup progressé au cours des 20 dernières années. Beaucoup progressé. 80 sur 330 000, c'est 1 sur 4 000. C'est 1 de trop, c'est vrai. Ensuite, il y a les atteintes aux biens. 102 atteintes aux biens. 102 atteintes aux biens, c'est des dégradations, c'est des tags. Bon, tout ça, c'est tout à fait condamnable, encore une fois. Mais quand on regarde l'ensemble des atteintes aux biens dans les statistiques du ministère de l'Intérieur, on en trouve 607 000. 607 000. Donc ça fait 1 sur 6 000. C'est condamnable, mais c'est 1 sur 6 000. Et puis, il reste 345 menaces verbales. Alors là, les menaces verbales, les gens déposent les plaintes ou déposent pas les plaintes. C'est assez aléatoire. Encore une fois, c'est condamnable. Mais enfin, il faut quand même relativiser les choses, les remettre dans leur contexte. Ce que n'ont pas fait donc les médias traditionnels. Non, parce que si vous voulez, les médias traditionnels, ils fonctionnent selon la règle des 2 P. Les 2 P. Paresse, panurgisme. Paresse, un rapport de 180 pages, s'il faut l'étudier, s'il faut le traiter, ça demande du boulot, ça sera difficile parce que la réalité, elle est toujours complexe, donc ça ne sera pas vendeur. Ça demande du boulot, ça ne sera pas vendeur. Tandis que, première règle, paresse. Deuxième règle, panurgisme. On a un communiqué du ministre de l'Intérieur qui est vendeur, on le reprend, les autres le reprennent. Parfait. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce traitement médiatique, c'est de voir que les médias ont retransmis la parole, ont interviewé Frédéric Pottier, qui est donc le président de la DILCRA, et que pour lui, même s'il mentionne le risque islamique, il parle de la résurgence d'une extrême droite identitaire, violente et virulente. Et Gilles William Goldnadel, sur Twitter, lui répond « Votre strabisme m'inquiète. Vous semblez oublier qu'Ilan et Sarah Halimi, Mireille Knoll et tous ceux de l'hypercacher ne sont pas morts de l'extrême droite. Vous citez à juste titre l'ultra-droite, mais quid de l'extrême gauche violente Antifa, Black Bloc, antisioniste ?» Oui, alors là, on ne peut qu'approuver ce qu'a dit Gilles William Goldnadel. D'abord, dans ces statistiques, elles ne sont pas localisées. La police a les moyens de savoir où c'est.
mais c'est pas localisé, donc on ne sait pas. Alors Monsieur Potier, il dit c'est l'extrême droite. Bon, Goldnadel a raison de lui répondre qu'en tout cas pour tout ce qui est très grave, à savoir les meurtres, c'est toujours les islamistes. Bon, pour le reste, on ne sait pas puisqu'on n'a pas d'éléments de statistiques. Donc c'est utilisé à des fins de propagande par M. Potier de la DILCRA, dont l'objectif est de faire monter la censure. Hein, le combat, moi je suis le compte Twitter de ce monsieur, il a un objectif dans la vie, c'est de faire progresser la censure. C'est l'objectif de beaucoup de nos hommes politiques et même de certains de nos hommes de médias. Passons au zapping. Vous qui avez la peau claire, et maintenant que le monde se chauffe, il y a plus de ultraviolet rays, ça fait des cancers. Il faut protéger vos enfants avec une peau plus foncée. Alors, faites l'amour. Mais quand il dit que c'est difficile d'être gay en banlieue, il a raison. Oui, c'est difficile. C'est pas vu en banlieue. Voilà, un gay, c'est toujours mal vu. On va pas vous mentir. Ceux qui sont maghrébins et qui sont homosexuels, c'est mal vu. Pourquoi c'est pas logique pour nous? Des codes culturels nourris en partie, d'après ces jeunes, par la religion. En fait, il y a deux sortes d'islamistes. Il y a les islamistes pressés et puis les islamistes qui sont beaucoup plus patients. Les islamistes pressés, ce sont les djihadistes, c'est l'État islamique. Eux, ils veulent imposer la charia par la violence. Et puis, il y a les islamistes beaucoup plus patients. Eux, ce sont les frères musulmans. On est d'accord? Les frères musulmans, ils ne veulent pas la violence. Eux, ils veulent la charia, mais par la démographie, par les urnes, par le combat électoral ou par le combat culturel ou métapolitique. Ce mouvement des Gilets jaunes, on le constate depuis des semaines, il intéresse tous les mouvements extrémistes qui voient là une opportunité de déstabiliser les institutions. Et c'est avant tout, vous allez le voir, l'extrême droite qui tente d'imposer son idéologie. Nous revenons sur ce qui s'est passé samedi à Paris, les manifestations de Gilets jaunes. Il s'appelle Thomas, il a 25 ans, c'est un casseur, Mathieu Rouault. Il a été interpellé samedi à Paris, il a passé sa journée à vandaliser tout ce qui se trouvait sur son passage. Ça démarre à 14h, boulevard Saint-Michel. Thomas porte un masque, des lunettes de protection, un sac à dos duquel il sort un marteau. Première cible, une vitrine d'agence bancaire complètement défoncée. En 4 heures de temps, Thomas aura fait des dizaines de milliers d'euros de dégâts. Certains souhaitent aller en découdre pour provoquer une émeute qui serait le signe avant-coureur d'une révolte bien plus grande. Et de l'autre côté, d'autres militants en train de leur expliquer non, ce n'est pas le moment d'aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre pour avoir la respectabilité la plus grande possible pour arriver au pouvoir par les urnes. Une image tout à fait symbolique à l'écran, celle du président de l'Assemblée nationale qui se trouve juste à l'écran, au milieu des 8 présidents de chaque groupe parlementaire. Voilà, une image tout à fait symbolique et inédite qui permet à tous ces présidents de groupe d'afficher leur soutien au président de l'Assemblée nationale. Ces ultranationalistes parmi les Gilets jaunes ne seraient que 200, mais ils ont pourtant déjà réussi à faire passer un certain nombre de leurs idées. D'accord, mais il y a quand même 64% des Français qui soutiennent ce mouvement. Et j'ai l'impression qu'autour de la table, je suis le seul à soutenir ce mouvement et que vous êtes 4 à être d'accord pour dire que les Gilets jaunes sont des violents, que les Gilets jaunes sont des antisémites, que les Gilets jaunes sont des racistes. Donc au bout d'un moment aussi, il faut comprendre aussi pourquoi il y a une critique qui est faite du système médiatique de notre pays. C'est que les gens, quand ils regardent la télé et quand ils regardent une émission comme celle-ci, ils n'ont pas l'impression d'être dignement représentés. Quand il a Romain, on sait que c'est grave. Voilà, il est fou ce Romain, mais alors, donc il défend Macron, c'est quand même assez drôle. Je veux dire, le mec, il a été trotskiste contre le culte de la personnalité de Staline et il défend le petit autocrate Macron. Voilà ce qu'il fait. Au final, c'est un peu comme une pièce de théâtre, un peu au final. C'est déjà tout prévu à l'avance. Le président, c'est déjà nos questions qu'on va poser à quel moment, tout ça, c'est déjà tout millimétré. Ça, je savais pas. Tout ce mélange des revendications qu'il peut y avoir là actuellement, des gilets jaunes, de n'importe qui, n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. On s'écoute plus, on n'est plus dans le... Vous vous rendez compte que Macron donne 10 milliards d'euros, enfin le gouvernement donne 10 milliards d'euros. C'est pas rien, 10 milliards d'euros. Moi, depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes. Beaucoup de choses intéressantes, comme d'habitude, Nicolas, dans Zapping.
Alors moi je retiens le témoignage de ce lycéen ou de cet étudiant chaudronnier, un vrai métier manuel, traditionnel, et qu'on a sélectionné. Il a une bonne tête d'ailleurs pour interviewer le président de la République et qui raconte qu'en fait, lui, il croyait que c'était un vrai débat. Ben non, il reconnaît que c'est du théâtre. Voilà. Faut pas oublier d'ailleurs que le début de la carrière de Macron, c'est quand il faisait du théâtre avec celle qui est devenue Brigitte Macron, oui, Brigitte Trogneux, voilà, son prof, là, voilà. Donc, il est dans le théâtre, en fait. Et quand la presse salue ses performances dans le grand débat, les performances de Macron dans le grand débat, c'est du théâtre, c'est un bon acteur, oui. Tout est millimétré, comme le dit très bien, tout est millimétré, absolument. Alors, il y a une autre scène qui est millimétrée, mais qui est assez ridicule. C'est l'entrée solennelle de tous les présidents de groupe dans l'Assemblée nationale pour réparer, pardon de le dire, mais le sous-feu de palette qui a atteint la 4e ou 5e résidence secondaire, tertiaire ou quaternaire de M. Ferrand. Franchement, je ne sais pas s'ils mesurent les dégâts qu'ils font à la fonction d'élu avec ce genre de cirque, mais enfin, il devrait un petit peu réfléchir. Voilà. Alors, comme les médias sont bien incorrigibles, on continue de nous raconter que c'est l'ultra-droite, l'extrême droite qui perturbe les manifestations de Gilets jaunes, qui est à la cause des violences de Gilets jaunes. On revoit le dénommé Boulouk. Toujours là. Toujours là. Incroyable. Il s'est beaucoup trompé, il est toujours là, mais il est toujours là précisément parce qu'il s'est beaucoup trompé, qu'il l'a beaucoup trompé. Il est là pour tromper. Et donc, plus il trompe, plus il est invité. Il a bien compris le système. C'est quand même impressionnant. Alors, ce qui est impressionnant aussi, c'est quand même l'affaire du casseur qui a opéré pendant au moins 4 heures samedi pour l'acte 13 des Gilets jaunes. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend quand même dans cette affaire? Et puis, qui brûle une Porsche, bon, ça, c'est pas très grave, qui brûle un véhicule... D'une célébrité médiatique. D'une célébrité médiatique, absolument, de la cuisine, qui brûle un véhicule de Sentinelle, ce qui fait scandale. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Et le Canard enchaîné a bien décrit les choses. C'est que le gars, il est suivi, il est connu des services de police, évidemment. Donc, il aurait pu être arrêté préventivement, puisqu'ils l'ont fait pour des tas d'autres gens. Ils auraient peut-être pu le faire pour celui-là. Il est suivi. Il casse. Les policiers disent il faudrait intervenir pour l'interpeller. On dit non, laissez faire. Et, théoriquement, officiellement, parce que les unités étaient occupées ailleurs. Oui, bien entendu. Enfin, personne ne croit cette fable. Donc on le laisse faire pendant 4 heures pour dire, voilà, vous voyez, les Gilets jaunes, tout ce qu'ils ont cassé. Voilà. Et on finit par l'arrêter, et on découvre, il n'est pas du tout d'ultra-droite, le gars. C'est un antifa, un bon antifa, Thomas l'antifa. Voilà. Mais les médias continuent de raconter que c'est l'ultra-droite, c'est l'extrême droite, etc. Voilà. On est vraiment dans le bobard permanent. Voilà. Et dernier point, je salue la bonne performance de Damien Rieu, qui a fait un débat avec Médine. Il ne s'est pas contenté de s'opposer à ce que Médine joue au Bataclan. Médine... ce qui aurait le rappeur islamiste, joue au Bataclan. Djihad, l'homme de Djihad, il a fait un débat avec lui, tout à fait bien fait. Voilà. Passons au deuxième sujet, profanation d'église et attaque de la nouvelle librairie, les infos fantômes de la semaine. Alors, les infos fantômes de la semaine, voilà un titre qui interroge, Jean-Yves. Qu'est-ce qu'une info fantôme? Une info fantôme, c'est une info occultée. C'est une info dont on ne parle pas. Vivien Hoche, qui a fait un excellent article dans Polémia sur le sujet, appelle ça les Ghost News. Moi, j'ai traduit info fantôme parce que... C'est l'admiration pour l'Amérique de Trump. Voilà. Peut-être qu'il aveugle. Peut-être, voilà. Vivien Hoche, d'ailleurs, sera là dans le jury des Bobards. Donc, nos amis internautes pourront le retrouver au Théâtre du Gymnase le 18 février prochain. Et au fond, l'info fantôme, c'est le plus grand des bobards, puisque c'est la négation
de l'existence d'une information. Et je crois que c'est un sujet qu'il faut traiter. Difficile à traiter. Parce qu'on traite de sujets dont personne n'a entendu parler. Mais c'est précisément parce que personne n'en a entendu parler qu'il faut aussi les traiter. Alors, il y a des médias qui en parlent, ce sont les médias alternatifs généralement. Dans le cadre de l'info fantôme de la semaine la plus évidente, c'est-à-dire la profanation des églises qui a été masquée par les médias, ou en tout cas minorée par les médias, eh bien, on a eu donc cette semaine une inquiétante hausse des profanations d'églises. Ça a été traité par les médias alternatifs, comme par exemple TV Liberté. On va le voir tout de suite. Nîmes, Lavore, Dijon, Maison Lafitte ou Houille, les églises saccagées se succèdent partout en France. De la simple dégradation à la profanation, ces actes restent pour la plupart tus et impunis. Outre TV Liberté, eh bien, Boulevard Voltaire a également traité l'affaire avec un article titré « En une semaine, 5 églises et un calvaire vandalisés, les catholiques aussi ont le droit de voir leur lieu de culte respecté ». Alors, les actes cathophobes, christianophobes sont systématiquement minorés par les médias, mais il faut noter que depuis quelques jours, eh bien, il y a eu un effort en ce sens, un effort notable des médias dominants quant à ces actes insupportables, avec le premier d'entre eux, Jean-Pierre Pernaut. Cette inscription est une ignominie, dénonce le ministre de l'Intérieur et de nombreux responsables politiques. En même temps, on apprend que plusieurs églises catholiques ont été profanées. Un petit commentaire, Pernaut fait son travail, c'est un des rares journalistes qui est quand même pas totalement dans le politiquement correct, mais il faut bien voir qu'on ne parle des profanations d'église qu'après avoir parlé du tag sur Bagelstein, alors qu'il y a un grand décalage dans le temps. C'est-à-dire que les profanations d'église remontent à plusieurs jours, mais les médias officiels n'en parlaient pas. Ils n'en parlent que parce que l'affaire a émergé à travers les médias alternatifs. En tout cas, bravo à Pernaut de le mentionner. C'est sûrement le journaliste de télévision quand même le plus pluraliste d'esprit qui existe. Alors d'autres médias dominants ont traité du sujet, BFM, La Dépêche du Midi, Le Parisien, La Voix du Nord, etc. Et on note un article assez éclairant du Figaro intitulé « Les églises, cible d'une série de profanations », dans lequel on apprend que l'Église catholique et les églises chrétiennes détiennent le record d'atteinte aux lieux de culte, 878 sur les 978 actes recensés, soit une moyenne de 2 par jour. Et on apprend bien que l'Église veut éviter les effets de surenchère en s'en tenant à une relative discrétion, même si cela ne plaît pas forcément à tous, comme par exemple Monseigneur Bernard Ginoux, qui s'inquiète du peu de réactions sur un plan national. Alors on voit, Jean-Yves, qu'il y a un traitement médiatique là qui est un peu en train de prendre, mais qui globalement, c'est systématique. Ces actes christianophobes sont minorés en fait. Ah, vous voyez, mais c'est des actes quand même, bon, il y a peut-être aussi là aussi quelques tags, mais il y a surtout beaucoup de dégradation. Dégradation de statues, dégradation de calvaires, donc d'œuvres d'art quand même, destruction d'œuvres d'art, et puis profanation au sens religieux du terme quand les vandales s'en prennent au tabernacle, par exemple. Voilà. Donc c'est quand même des actes graves. 2 par jour, mais dont on parle pratiquement jamais, et dont là, on a parlé un peu dans les médias, pas beaucoup, c'est pas quand même le grand tambour, mais on en a parlé parce que les médias alternatifs les ont obligés à en parler. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une utilité fondamentale des médias alternatifs, c'est la seule soupape de vérité et de diversité dans le paysage médiatique. Effectivement, on voit qu'il y a une mobilisation des médias, des journalistes alternatifs. On va le voir tout de suite avec Charlotte Dornelas sur BFM TV. C'est un autre vandalisme dont on parle peu, celui qui touche les églises et les nombreuses profanations. Il y en a eu énormément cette semaine à Nîmes, Lavore, Houille et Dijon. Voilà, des gens qui rentrent dans les églises, qui brûlent, qui profanent notamment le tabernacle. Et donc voilà, je trouve ça très inquiétant. Assez inquiétant. Outre cette occultation des profanations d'églises, cette semaine, on a également eu l'attaque de la nouvelle librairie par les Antifas lors de l'acte 13 des Gilets jaunes. Alors, Valeurs Actuelles en a parlé. Violente attaque de la nouvelle librairie par l'ultra-gauche. TV Liberté également sur son site. La nouvelle librairie attaquée par des Antifas. Russia Today également. La nouvelle librairie prise pour cible par des individus masqués lors de l'acte 13. Paris Vox, le livre Nouvel ennemi numéro 1 des Antifas. Causeur qui interviewe François Bousquet. Des Gilets jaunes ont défendu la nouvelle librairie contre les Antifas.
Ou encore Braise Info, la nouvelle librairie attaquée par une centaine de militants d'extrême gauche. Alors ce qui est intéressant, c'est que outre ces médias alternatifs, personne n'en a parlé. Donc c'est pour ça qu'on met tous les médias alternatifs dans leur ensemble qui ont évoqué le sujet, mais aucun média traditionnel n'a parlé de cette attaque. Qui est quand même assez étonnant. Par Valeurs Actuelles, qui est quand même un média traditionnel, même s'il développe des thèses un petit peu différentes. Voilà, je pense il y a une petite nuance, effectivement. Valeurs Actuelles, il est à la charnière un petit peu de l'alternatif et du média traditionnel. Bon, c'est bien d'en avoir parlé. Alors ça, c'est la ghost news à l'état pur. Complètement. Hein, l'info fantôme à l'état pur, on n'en parle pas. Alors que l'attaque d'une librairie, c'est très symbolique, le livre. Il y a une fiction, Fahrenheit 451, où un pouvoir totalitaire brûle les livres. Et bien là... Et c'est exactement ce que dit François Bousquet à Boulevard Voltaire, encore un média alternatif qui donne la parole. Imaginez les réactions si l'ultra-droite avait caillassé et saccagé une librairie. Là, rien. Donc c'est vrai qu'il y a un deux poids, deux mesures qui est assez étonnant. Double standard absolu. Et on a également même des personnalités du camp du bien, comme par exemple Erwan Le Moredec, qui, dans un tweet... déclare « S'il s'agit de la nouvelle librairie, le fait qu'elle soit d'extrême droite et héberge notamment des auteurs collaborationnistes n'est peut-être pas étranger à la vindicte. » Donc on a une personnalité du camp du bien qui semble presque donner un blanc-seing aux antifas. Oui, alors précisons les choses par rapport à ce que dit M. Cause-Toujours. La nouvelle librairie, elle a un étage, l'étage du bas, qui est un étage pour les nouveautés. Donc il n'y a pas d'auteurs collaborationnistes dans les nouveautés. Et puis il y a un étage... l'étage du haut, qui est un étage d'occasion. Et dans les occasions, dans toutes les librairies d'occasion, on trouve beaucoup de livres, notamment de Brasillac, qui a été fusillé en 1945, comme journaliste d'ailleurs. Il a été fusillé comme journaliste, mais qui est un écrivain qui a été beaucoup réédité dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70 et dans les années 80, qui a été réédité au livre de poche. Donc, on le rééditait non pas en raison de ses écrits de journaliste, mais tout simplement en raison de son travail de romancier. Et donc, il y a eu énormément de livres, des centaines de milliers de livres qui ont été édités et qu'on retrouve maintenant dans tous les librairies d'occasion. Alors, on les retrouve, c'est vrai, à la nouvelle librairie, mais on les trouve aussi chez Gibert, on les trouve sur les quais, etc. Alors, il va falloir brûler tout ça, sans doute. C'est peut-être ce que souhaitent les progressistes, les gens du camp du bien. Oui, brûler des livres, c'est formidable, ça. Passons au tweet. Des quelques commentaires rapides. D'abord, M. Philippe nous parle de réguler les contenus sur les réseaux sociaux. Régulier, ça veut dire censurer. Et évidemment, toute la campagne qu'on a vue sur l'incendie de Ferrand, de la maison de Ferrand, enfin l'incendie de Palette, l'antisémitisme, tout ça, ça rentre dans un plan général qui est un plan partagé par les médias et par le pouvoir, qui vise à renforcer la censure sur les réseaux sociaux. La censure, elle vise à interdire de parler, et quand les gens de la Manif pour tous
disait la loi Taubira, ça va déboucher sur le parent 1 et le parent 2. Le camp du bien leur expliquait mais c'est des fantasmes de l'extrême droite. Eh bien, ça y est. Maintenant, sur les documents que les enfants doivent remettre à l'école, il n'y a plus père et mère, mais il y a parent 1 et parent 2. On est dans un monde de plus en plus orwellien. Ça ferait presque rire, mais en fait c'est dramatique, mais c'est tellement délirant. C'est assez marrant parce que effectivement, il y a 10 ans, on faisait des canulars en disant ça sera parent 1, parent 2. Sauf que le canular d'il y a 10 ans, le poisson d'avril d'il y a 10 ans, c'est la réalité orwellienne d'aujourd'hui. Madame Ernotte, elle va réduire France Télévisions, le personnel de France Télévisions, avec deux objectifs. Un objectif budgétaire, évidemment, mais surtout un objectif, on fait des réductions d'emplois, et donc on va faire des réductions d'emplois ciblées. On va éliminer les gens qui n'ont pas le bon profil, c'est-à-dire en gros les hommes blancs, de plus de 50 ans de préférence, vous en tirez bien. Moi ça va, ça va encore. Ouais. Vous allez pouvoir continuer votre carrière à TV J'ai encore Liberté. quelques années tranquilles à TV Liberté. Bon, et puis ceux qui pensent mal. Donc, ils pensent bien plutôt dans leur ensemble. Mais ceux qui pensent le moins bien, voilà. Donc, ce sera aussi une épuration. Qu'on suivra sur Immédiat. Quant au marquis de Quatremer, depuis sa résidence de Bruxelles, il parle de méga flop pour les manifestations de Gilets jaunes, alors que c'est le plus grand mouvement social depuis très longtemps, en tout cas par la durée, puisqu'on en est à la 13e semaine, bientôt la 14e semaine. Passons au troisième sujet. Docteur bien-pensant et Mister Ligue du LOL. Voilà un sujet qui a agité tout le petit milieu politico-médiatique parisien ces derniers jours, l'affaire de la Ligue du LOL. C'est une histoire hallucinante révélée par Libération vendredi qui secoue tout le monde des médias. Tout ça est remonté à la surface, c'est le grand déballage avec des dizaines de témoignages derrière le hashtag l'île du LOL. Ça ressemble à un MeToo dans le milieu de la presse. Alors la Ligue du LOL, c'était un groupe Facebook réunissant 30 personnes, des journalistes parisiens, des communicants, qui avaient pour but de rire de tout, mais aussi parfois de punir des journalistes ou des personnalités qu'ils n'aimaient pas en les attaquant, notamment sur les réseaux sociaux. Concrètement, un journaliste qu'ils n'appréciaient pas pouvait être moqué par les différents comptes, anonymes ou non, appartenant à des membres de la Ligue du LOL pendant des dizaines et des dizaines de tweets. Alors, qui étaient ces membres de la Ligue du LOL? La réponse avec Quotidien. Créateur de ce groupe, c'est Vincent Glade, aujourd'hui journaliste pour Libération. Il est très connu sur les réseaux sociaux. Les autres membres, ils sont aujourd'hui en poste dans des rédactions importantes. Parmi eux, Alexandre Herveau à Libération, Christophe Caron à Slate.fr, David Doucet aux Inrocks. Alors très vite, face à l'ampleur de la crise sur les réseaux sociaux et même dans les rédactions, ces journalistes ont été mis à pied, notamment David Doucet pour les Inrocks, qui a été mis à pied en attente d'une procédure de licenciement. À Libération, 2 journalistes, Vincent Glade et Alexandre Herveau, ont également été mis à pied à titre conservatoire. Et on a eu d'autres mises à pied dans d'autres médias ou dans d'autres agences de communication. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que des médias donc, progressistes, ça donnait finalement, des journalistes dans des médias progressistes, ça donnait à la chasse à l'homme ou à la blague parfois un petit peu misogyne. Donc c'est assez étonnant. Oui, en fait, là, dans cette affaire, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la révolution, elle mange ses enfants. Et que ces journalistes engagés dans le politiquement correct le jour étaient parfois moins politiquement corrects la nuit. Qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est qu'ils ont trouvé plus politiquement corrects qu'eux et qu'ils sont maintenant sur la charrette. Alors, ils sont sur la charrette quand même de manière incroyable, parce que licencier un type parce qu'il a fait un canular téléphonique il y a 10 ans, je trouve qu'il y a, il y a tout de même une distorsion incroyable entre les faits reprochés et les conséquences. Et je dis ça, moi, je ne suis pas quand même chargé spécialement de les défendre. Ils ne sont pas vraiment... Moi, je suis dans le camp du mal, ils sont dans le camp du bien. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas neutre non plus, parce que par qui vont-ils être remplacés? Ils vont être remplacés, en gros, quand même, ce sont des hommes blancs, hétérosexuels, de moins de 50 ans. Ils ont été critiqués en tant que tels, d'ailleurs. Et ils sont critiqués en tant qu'hommes blancs, hétérosexuels. Ils vont être remplacés par qui? Ils vont être remplacés plutôt par des femmes, et plutôt par des gens issus des minorités ethniques. Donc on les dégage
en quelque sorte, pour faire de la place. C'est une forme de grand remplacement. L'idéal, d'ailleurs, je pense, serait de les remplacer tout simplement par des robots, parce qu'on serait plus sûr que le robot serait toujours politiquement correct, le jour, la nuit, le matin, le soir. Alors, il y a eu un émoi particulier chez Libération, puisque 2 journalistes de Libération étaient mis en cause. Et le quotidien a réalisé sa une sur ce sujet très parisien, Ligue du LOL, les médias à l'heure des comptes. Et c'est Laurent Geoffrin lui-même qui l'a annoncé dans un édito spécial intitulé Ligue du LOL et conséquences. Dans cet édito, il déclare avoir découvert cette nouvelle en même temps que tout le monde. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une lettre de dénonciation publiée en 2010 qui est réapparue à ce moment-là, qui avait notamment été envoyée à Laurent Geoffrin. Et ce qui est intéressant également, eh bien, c'est que Laurent Geoffrin, sa critique du harcèlement et de jeter en pâture des personnalités pour leurs opinions a été critiquée, notamment par Fabrice Epelboin, dont on avait déjà parlé dans les médias pour une réflexion plutôt intelligente sur le quart Macron représenté dans les médias. Eh bien, il déclare « Le mec a passé sa vie à écrire des éditos pour désigner les méchants à la vindicte populaire de la petite sphère médiatique parisienne. Et là, il affirme sans rire que ces méthodes sont abjectes et indignes d'une démocratie. Un foutage de gueule. » Donc, c'est assez Vous connaissez la formule de Debord. Je ne suis pas journaliste de gauche, je ne dénonce personne. C'est Monsieur Mouchard, parce que c'est Mouchard, le vrai nom de Monsieur Geoffrin. Un beau nom d'ailleurs pour un journaliste de gauche, il passe son temps à dénoncer du monde. Et ce qui est intéressant également, c'est de noter le tweet de Guillaume Roquette. Libé, lavez votre linge sale en famille au lieu d'essayer de mouiller les médias, entre guillemets. Tout simplement parce que tous les médias qui ont été mouillés dans cette affaire, eh bien, ce sont des médias progressistes, de gauche, politiquement corrects. Donc c'est assez intéressant. Et c'est d'ailleurs ce que relève également Laurent Dandrieux pour Valeurs Actuelles. Tout le monde insiste sur ce que ses membres ont en commun, mâles et blancs en gros, en oubliant l'essentiel. Ce qu'ils ont surtout en commun, c'est d'être de gauche et de considérer le progressisme non comme un idéal de vie, mais comme un ascenseur social. C'est assez bien vu, et c'est vrai que les médias un peu plus conservateurs ou réputés un peu plus conservateurs, comme Le Figaro et comme Valeurs Actuelles, sont pas pris dans la tourmente, peut-être parce qu'il reste un peu plus d'éléments de civilisation et de courtoisie dans une partie de leur rédaction ou dans une partie de leur direction. Voilà, et donc au fond, le vieux fond de civilisation conservateur a du bon. Et c'est pour ça qu'à TV Liberté, il n'y a pas de souci de Ligue du LOL. Bon. Pas de souci. Et puis, pour finir sur cette Ligue du LOL, eh bien, le tweet de Laetitia Avia, l'anonymat sur les réseaux sociaux encourage un sentiment d'impunité. Et on voit finalement eh bien, qu'il y a toute une élite politico-médiatique qui se sert de cette affaire Ligue du LOL pour pousser, là encore, tout comme on l'a vu avec l'antisémitisme, avec l'incendie de Richard Ferrand, eh bien, l'anonymat, c'est la cible. On veut supprimer le pseudonymat, et une fois qu'on a supprimé le pseudonymat sur Internet, eh bien, ça permet de licencier les gens qui auront fait un tweet ou un post Facebook pas tout à fait politiquement correct. Alors, c'est assez amusant de voir que Mme Laetitia Avia, qui est la députée mordeuse, elle avait mordu un chauffeur de taxi, maintenant elle veut mordre la liberté d'expression. Très inquiétant. Jean-Yves, on a vu sur toute la longueur de cet immédiat, il y avait donc les infos fantômes, le matraquage médiatique, tout ça avec finalement un objectif peut-être ? Avec un objectif qui est de faire progresser la censure, et la censure sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qui est un objectif partagé par le pouvoir politique et par le pouvoir médiatique. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Ça va être la fin de cette émission, Jean-Yves. Avant de se quitter et avant de passer au coup de chapeau, le rappel à tous les téléspectateurs qu'il est toujours possible de voter et de s'inscrire pour la cérémonie des Bobards d'Or. Donc je pense que c'est intéressant. Vous retrouverez évidemment Jean-Yves Le Gallou, d'autres, Vivien Hoche dont on a parlé. Nicolas Faure. Et ma modeste personne également. Comme l'un des deux présentateurs avec Philippe Christel, animateur, présentateur. Exactement. Une corde de plus à mon arc. Hein. Et puis, donc, vous avez un coup de chapeau. Oui, alors j'ai un coup de chapeau à Valeurs Actuelles, qui a consacré un numéro tout à fait intéressant sur des sujets que nous pratiquons bien, mais c'est bien qu'un hebdomadaire comme Valeurs Actuelles les reprenne. Médias, censure et pensée unique. C'est sous forme écrite, avec d'assez bonnes contributions, dont celle de Charlotte Dornelas notamment, mais pas uniquement. Voilà. Un petit coup de chapeau à Valeurs Actuelles. Parfait.
C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer à l'adresse mail qui s'affiche sur vos écrans votre veille médiatique et vos impressions sur cette émission. Et puis Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.